Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Vous êtes économiste, essayiste et dirigeant de la société Asterès. Avant de s'envoler pour Bruxelles, avant-hier, Emmanuel Macron, dans son éducation, a semblé faire peser sur les oppositions la responsabilité du blocage politique qui semble apparaître. Il les a invités à clarifier leur position d'ici quelques jours. Sous-entendu, si désordre il y a, ça sera de leur faute. Est-ce que c'est un pari risqué ? Oui, mais de toute façon, je trouve que globalement, ce spectacle est absolument déplorable. Le personnel politique de la majorité de l'opposition se renvoie à la balle vraiment comme des enfants qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et personne ne pense à la France et aux grands sujets. Les sujets de dette, les sujets d'éducation, les sujets de décarbonation, enfin des choix en plus qu'on doit faire dès maintenant, si vous voulez, qui ne peuvent pas être ajournés. Personne n'en parle et donc je trouve ça déplorable. Et ça m'inquiète, et vous savez que je suis de nature plutôt confiante, mais je trouve qu'il y a presque un climat politique du type années 30, quoi. C'est-à-dire vraiment, on est complètement à côté des sujets et puis personne ne veut prendre ses responsabilités. Et ça, j'aime pas. En plus, je vais vous dire, c'est complètement absurde parce qu'on va peut-être en parler, mais sur certains sujets, prenons la question des retraites par exemple. Basiquement, il n'a pas prononcé le mot retraite dans son allocution. Alors que il y a quasiment pas de différence. Non mais il n'y a quasiment pas de différence entre ce que propose la majorité, la petite majorité, maintenant la majorité relative, et l'opposition de droite. Très honnêtement, on est dans des détails. Et donc, s'ils ne sont pas capables de s'entendre sur ce type de sujet, c'est nul, c'est lamentable. Parce que ça veut dire que ce sont finalement des petites querelles politiciennes, mais avec le plus petit P que vous pouvez imaginer, qui prennent le dessus sur des réformes d'intérêt général. Alors, il n'en a pas parlé. Peut-être verra-t-elle le jour. Enfin, quand même, c'est inquiétant. La présidence française de l'Union européenne se termine là. Nos voisins européens nous regardent avec beaucoup de circonspection. Comment l'exécutif va-t-il sortir de ce compromis ? Une réforme clé comme celle des retraites en matière de maîtrise de la dépense publique peut-elle être enterrée ? On peut toujours l'enterrer, mais de mon point de vue, ce serait évidemment un gros problème. La réforme des retraites, elle a deux intérêts. Elle a, comme vous dites, évidemment un intérêt en matière de régulation de nos dépenses publiques, mais il y a une deuxième chose qui est très importante. C'est qu'aujourd'hui, on est, pas que la France, mais on est entré en période de stagflation. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'activité économique et on a des prix qui montent parce qu'en fait, on manque de tout. C'est ça la stagflation. La stagflation, c'est quand, pardonnez-moi de parler en économiste, mais la demande globale est supérieure à l'offre globale, c'est-à-dire qu'au fond, on manque de matières premières, de biens intermédiaires, de gens pour travailler, etc. Il y a une seule solution, il n'y en a pas d'autre, pour sortir de cette situation, c'est produire plus en investissant plus et en travaillant plus, et notamment en étant plus nombreux à travailler. Donc vous voyez, la réforme des retraites, qui suggère une augmentation du taux d'emploi de ce qu'on appelle les seniors. Alors les seniors, c'est très jeune, c'est à partir de 55 ans, on y est presque. Mais, et donc vous voyez, donc ça participe de ça. Donc c'est une réforme qui est absolument cardinale. Si on n'est pas capable de faire ça, alors même que la majorité et la droite pensent la même chose, ça veut dire très clairement qu'on n'est pas capable de mener des réformes dans l'intérêt de la France. Alors, continuons à parler d'économie. Le ratio dette sur PIB, il est passé de 98% en 2019 à 114% en 2021. Et ce n'est pas fini puisque le robinet de la dépense publique est ouvert à plein. Les taux d'intérêt sur les obligations d'État à 10 ans, c'est ce qui sert de référence, est passé de 0,16% à 2,2%, ce qui induit une hausse de charge de la dette. Ça, c'est véritablement inquiétant. Alors, ce que vous dites est absolument fondamental. Si vous me permettez, je voudrais prendre 35 secondes pour expliquer quelque chose. En théorie, l'inflation aide à rembourser les dettes. C'est quelque chose qui est très connu. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire longue, après les pandémies ou les guerres, c'est la façon dont on a remboursé les dettes. L'inflation rembourse les dettes, tout simplement parce que l'inflation, elle fait monter les recettes fiscales et sociales un peu toutes seules, les recettes de TVA montent toutes seules, comme les salaires augmentent un peu, les cotisations salariales, les cotisations patronales montent toutes seules, donc les recettes augmentent. Et en plus, la dette française, elle est pour l'essentiel à pas loin de 90% à taux fixe. Donc la théorie, c'est inflation, ça fait baisser la dette. Aujourd'hui, on voit l'inverse. On voit que l'inflation fait monter la dette. Pourquoi ? Parce que vous avez tout à fait raison de le rappeler, même si notre dette est essentiellement à taux fixe, il faut quand même aller chercher de la nouvelle dette. Et c'est à 2,2%. Ça a un peu baissé, on était à 2,3, 2,4. Donc, enfin bon, c'est plus du tout à 0%. Et puis surtout, et ça c'est le point essentiel, le corps social étant devenu absolument intolérant à l'inflation, tout le monde demande une aide. Avec des mécanismes politiques d'ailleurs qui ont été très bien explicités, notamment par Dominique Régnier, qui montrent qu'à partir du moment où une catégorie obtient une dépense publique
pour l'aider contre l'inflation, eh bien, ça légitime les demandes de toutes les autres Prenons catégories. un exemple. Elisabeth Borne, hier, annonce la prolongation du bouclier tarifaire qui protège les plus modestes contre les hausses des prix du gaz et de l'électricité. Coût 20 milliards. Ouais. Est-ce qu'on est passé dans une société qui est droguée à l'argent public, Ah oui. qui est averse à tout discours de réduction de la dépense publique? Ça pose la question de, voilà, est-ce qu'il y a des partis suffisamment responsables pour porter un discours de la réduction de la dépense publique? Oui, alors je suis 1000 fois d'accord avec votre question, ou enfin avec votre avis que je devine derrière votre question. Les mesures pouvoir d'achat, ça a déjà été là, plus de 30 milliards. Ouais. On va avoir en août, et je peux comprendre ça, hein, mais la réindexation du régime de base des retraites, ça va être plus de 15 milliards. Donc tout ceci, c'est des sommes absolument colossales. Et en fait, le sentiment que j'ai, c'est que le quoi qu'il en coûte ne s'est pas arrêté. Moi, j'ai beaucoup soutenu le quoi qu'il en coûte pendant la pandémie. J'ai pensé que c'était absolument justifié. Et j'avais en tête le fait qu'il faudrait en sortir. Et la Covid repart un petit peu, mais on n'est plus dans la pandémie, là. Oui, mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on est toujours dans une forme quand même de quoi qu'il en coûte. Et au-delà du problème financier, je trouve que ça pose un autre problème qui est, je crois que vous avez employé le terme, on est accoutumé, on est drogué à la dépense publique. Et moi, je dirais même qu'au fond, aujourd'hui, toute l'économie est assistée. Les entreprises ont beau jeu de critiquer assez souvent l'assistanat d'un certain nombre de nos concitoyens, mais pardonnez-moi de dire qu'une grande partie des entreprises bénéficient aussi d'assistanat. On a aujourd'hui un plan de résilience face à la guerre qui aide un nombre considérable d'entreprises. Donc je pense que tout ceci est absolument anormal, que ça pose un énorme problème à long terme, parce que je ne conçois pas que l'économie française puisse être compétitive, puisse être innovante, puisse être forte à long terme, si elle est habituée à être anesthésiée parce que l'État mutualise en permanence les risques. Et donc, il me semble que l'un des grands sujets de ce quinquennat, c'est de se désaccoutumer justement de cette dépense publique. Alors, vous posez une question d'ordre politique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un parti qui est capable de tenir la majorité ce discours? Oui, mais la majorité ne le tient pas beaucoup, hein, ce discours. Non, et quand je dis pas beaucoup, je suis gentil. Bruno Le Maire le tient sous une forme assez soft, mais le président ne le tient pas, la première ministre ne la tient pas, et j'entends pas beaucoup de gens dans la majorité. Le ministre en charge des comptes publics n'en parle pas beaucoup. Exactement. Et du côté de l'opposition, ça pourrait être un discours tenu par la droite. Alors, on entend quand même certaines figures de droite comme David Lisnard tenir vraiment à peu de choses près le discours que je viens de tenir. Mais enfin, ça reste pour l'instant plutôt des individualités. Et donc, ça m'inquiète parce que ce que je viens de vous dire ne me semble pas scandaleux. Il me semble que ça relève quand même d'un discours de bon sens. Et encore une fois, j'y reviens parce qu'on l'oublie tellement en ce moment. Ce discours, c'est celui de l'intérêt de la France à moyen et long terme. Et ce dont on vient de parler, on va l'avoir tout de suite en traduction à l'Assemblée. Le premier texte législatif sur lequel la nouvelle législature va se pencher, c'est cette fameuse loi sur le pouvoir d'achat, où ça va être la foire aux propositions les plus folles, avec la NUP qui va pousser pour un certain nombre de propositions, le SMIC à 1 500 €, etc., etc. Mais la NUP et le Rassemblement national aussi, hein, parce que le Rassemblement national était extrêmement dépensier pendant la campagne présidentielle. Le programme de Marine Le Pen était extrêmement inflationniste en matière de dépenses publiques. Le programme de la NUP aussi. Alors, vous en avez beaucoup pris à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise sur... Vous avez dit Mélenchon ne comprend pas l'économie. Si vous avez lu quelques échanges via réseaux sociaux. Non, il m'a fait siffler dans ses meetings, dans ses derniers meetings. Mais aussi ça. Pourquoi son slogan travailler moins pour travailler tous, c'est illusoire? Parce qu'en fait, j'y reviens, on est dans une période de stagflation. Donc si vous êtes en période de stagflation, c'est-à-dire qu'on manque de tout. Si vous dites on va travailler moins, en fait, vous accentuez la récession. Mais dans le quart d'heure, vous réduisez le temps de travail, la France plonge dans le quart d'heure. Et si vous dites on va distribuer de l'argent public pour relancer la consommation populaire, je reprends les termes du programme de la NUP, en fait, vous augmentez la demande sur une économie qui ne peut pas produire plus. Ça augmente les prix et ça se retourne contre qui? Contre les gens les plus fragiles. Hein. Moi, ça va, hein, d'accord? Donc, il ne faut pas tenir des discours qui n'ont pas de lien avec le réel, si vous voulez. Et donc, c'est ça ce que j'ai critiqué. Merci Nicolas Bouzou.